Chapitre 3. L'ouverture démocratique. La Constitution de 1989 instaure le multipartisme et consacre le principe de l'alternance au pouvoir. L'ouverture s'exprime par la création d'innombrables associations politiques et par l'apparition d'une presse qu'aucun tabou n'arrête plus. Une expression débridée et brouillonne avec du bon et du moins bon se met en place. Les pulsions profondes de la société algérienne se révèlent et s'entrechoquent sous le couvert de formules alléchantes. La culture, l'islam, euphémismes pudiques qui recouvrent des mots « je suis » péremptoires et hérissés comme des redoutes. Elles vont bientôt éructer selon les tempéraments des mots violents ou des rafales de Kalachnikov. La loi fondamentale interdit la création d'un parti sur une base essentiellement régionale, sociale, religieuse ou sexiste. Pourtant, la formation dans Abbasi Madani, une vieille connaissance des services de sécurité et le porte-parole, reçoit son agrément alors que son programme est l'application intégrale de la charia. Les islamistes, combattus vigoureusement par Houari Boumediene, puis avec moins de détermination par Chadli Benjdid, vont activer désormais au grand jour. En s'appropriant la religion, en se posant en maître à penser, infaillible et irrécusable des Algériens, les chefs intégristes vouent à l'enfer tous ceux qui refusent leur monumentale escroquerie. Pour Benjdid et ses conseillers, la légalisation du fils est l'aboutissement d'un processus démocratique. Pour le fils, c'est un départ pour de nouvelles victoires et à terme pour la conquête du pouvoir et l'application d'un autre projet de société. Mouloud Hamrouche, dont on dit qu'il a une connaissance parfaite du système et des réalités de la société algérienne, ne voit pas ou bien ne veut pas voir la nature du mouvement islamiste et son audience auprès de beaucoup de jeunes Algériens, produit de l'école fondamentale, de l'arabisation à outrance et de l'endoctrinement forcené. Au contraire, il prétend l'utiliser à son bénéfice. Une vague de religiosité sans précédent déferle sur le pays. À chaque concession du pouvoir succède une nouvelle exigence du fils. La déroute de l'ancien parti unique est totale. Une agitation croissante secoue l'Algérie, la capitale principalement. Le président, démoralisé par les morts d'octobre et n'ayant plus les moyens financiers pour calmer le front social, se laisse bousculer par le fils. La crise d'octobre révèle beaucoup de choses, en particulier la faiblesse de caractère de Benjdid. Les chefs intégristes sont les premiers à s'en apercevoir. Les conséquences pour l'armée. La Constitution de 1989 marque le passage de l'ère de l'idéologisme à celle que l'on prétend désormais fondée sur la souveraineté du peuple. La situation pour l'ANP devient différente. Le binôme FLN-ANP, qui a fonctionné comme faire-valoir pour le parti et constitué le radier général de l'État-nation, n'est plus valable dans le nouveau canevas politique. Il faut donc nous retirer du FLN. Le retrait est d'abord abordé par le secrétaire général du ministère de la Défense et par moi-même en ma qualité de chef d'état-major général. Les discussions sont élargies ensuite à d'autres officiers. La décision de retrait du parti unique est présentée au président de la République qui, après l'avoir avalisée, la rend publique par un communiqué du ministère de la Défense. L'armée ne s'est pas retirée du FLN pour se claquemurer derrière les murs de ses casernes. Ce qui se passe dans le pays est tellement inquiétant qu'elle est contrainte de demeurer vigilante pour faire face à toutes les éventualités. Les origines du fils. Mais d'où vient ce fils qui bouleverse la société algérienne et dont la démarche précipite l'Algérie dans l'inconnu? Du creuset originel, l'association des oulémas algériens fondée par Abdelhamid Ben Badis en 1931, jusqu'au fils d'Abbasi Madani, de multiples courants prônant le retour aux sources de l'islam voient le jour. Ils connaissent des fortunes diverses. Les difficultés de la vie pendant le régime colonial et ses violences, surtout les tentatives de déculturation, provoquent une fixation autour d'une revendication identitaire, l'islam, l'arabité, l'Algérie. Les idéologues islamistes réussissent à adapter le triptyque à leur dogme en éludant le mot Algérie pour le remplacer par le mot Oumma, nation.
Les relais de la pensée intégriste à essence wahhabite, une fois l'indépendance conquise, sont les écoles coraniques, l'école fondamentale, les madrasas, les lieux de culte et enfin l'université. La démographie fait le reste. Les objectifs de la santé publique globalement atteints, chute de la mortalité infantile et éradication des maladies épidémiques, conjugués au relèvement sensible du niveau de vie et à l'absence totale d'une politique de la population, les encouragements de l'État aux vieux réflexes de fécondité de la famille algérienne, les interdits religieux, l'asservissement de la femme par un code de la famille rétrograde donnent à la courbe démographique algérienne son tracé exponentiel. La régulation espérée, attendue même de l'élévation du niveau culturel de la population, est irréaliste. L'école, qui est le premier creuset de la citoyenneté, est rapidement prise en charge par les autoproclamés défenseurs des valeurs nationales, dont le mot d'ordre est le rejet de la double culture et une conception médiévale de l'organisation de la cité. Le régime de Houari Boumediene porte le premier la responsabilité de la catastrophe qui frappe l'école algérienne. Houari Boumediene confie l'organisation de l'ANP et des services de sécurité à de bons techniciens, mais il livre l'école à des mandarins qui ne savent pas ou ne veulent pas définir à ce socle essentiel des objectifs de modernité et de rationalité. Les résultats sont la chute de la qualité de l'enseignement, une religiosité envahissante et la perte des repères identitaires. Les jeunes Algériens qui défilent dans les rues, déguisés en Saoudiens, Afghans ou Soudanais, sont les victimes de ceux qui prennent en otage l'école algérienne. Le sociologue Lies Boukra, dans l'ouvrage remarquable que j'ai cité, analyse le mouvement islamiste, suit sa longue ascension et définit 3 étapes dans son évolution. Première étape, le temps des élites, de 62 à 66. Quelques mois seulement après l'indépendance, juillet 62, l'action des prédicateurs isolés dans les mosquées avait fini par trouver un cadre d'expression structuré. Jam'iyat al-Qiyam, l'association des valeurs, fondée en 1964 et présidée par Cheikh El-Hashmi Tijani, assistée des Cheikh Abdellatif Soltani, Mohamed Sahnoun et Misbah Houidak. Très rapidement, cette association va s'imposer sur la scène politique grâce à son intense activité dans les mosquées. Ses conférences au Nadi At-Taraqi, Cercle du Progrès, et la publication d'une revue mensuelle, At-Tahdhib al-Islami, l'éducation islamique. Le conflit ne tarda pas à éclater entre l'association et le pouvoir en place. L'orientation socialiste contenue dans la Charte d'Alger 1964 va accentuer davantage l'opposition entre Ben Bella et les dirigeants de l'association. Le 22 septembre 1965, elle fut interdite par le nouveau régime de Houari Boumediene en raison de son soutien aux frères musulmans jugés en Égypte par les tribunaux de Nasser. Le mouvement islamiste entre alors en clandestinité. L'influence de l'islamisme se limitait à l'université, d'abord dans les facultés de médecine, de sciences exactes et technologie, pour s'étendre par la suite aux facultés des sciences humaines, notamment celles de droit. 2 facteurs vont contribuer à la marginalisation de son aile francophone, la montée de la gauche et la politique d'arabisation de l'enseignement. Deuxième étape, le temps de la clandestinité, 1966 à 1980. Dès la fin des années 60 et le début des années 70, une multitude de groupes islamistes, souvent dans la clandestinité, les Ansar Allah, partisans de Dieu, Junoud Allah, soldats de Dieu, Jama'at Maudoudi, groupe Maudoudi, Al-Mouahidoun, unificateurs, etc. Dans tout le pays prolifèrent les groupes dits Al-Amr bil-Ma'rouf wa Nahi anil Munkar, commanderie du bien et pourchas du mal. C'est le passage au stade de l'action qui se donne pour mission de moraliser la société. C'est à partir de 1971, année de la promulgation de la charte de la révolution agraire, que le mouvement islamiste va manifester dans la clandestinité son opposition politique au régime de Boumediene par des tracts, des cassettes audio et des fatwas dont la plus célèbre à l'époque déclarait illicite la prière sur une terre nationalisée.
Dès la fin des années 70, le mouvement islamiste de l'université déborde sur la rue et amorce sa conquête de la société. En résumé, nous pouvons affirmer qu'à la fin des années 70, début des années 80, le mouvement islamiste algérien est en phase de structuration avancée. C'est à cette période que son action se déplace des campus universitaires vers les mosquées et la rue. Dès lors, sa visibilité sociale est plus grande. La tenue islamiste barbe et camis pour les hommes et foulard au hijab pour les femmes fait son apparition vers 1980. Au plan idéologique, les ingrédients susceptibles de mener les militants islamistes à opter pour une stratégie de violence sont déjà disponibles. La mort du président Boumedienne en 1979 et l'arrivée au pouvoir de Chedli Benjedid vont créer les conditions favorables à l'éruption de l'islamisme comme première force politique sur la scène nationale. Troisième étape, éruption sur la scène et recours à l'option armée, 1980 à 1988. En Algérie, comme dans les autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient, c'est avec le grand tournant des années 80 que le mouvement islamiste émerge comme force politique dominante. Après la prédication, le prône contestataire et la mobilisation de la communauté estudiantine, le mouvement passe à l'intervention publique. Nous retrouvons aussi durant cette période cette constante caractéristique de l'islamisme, une combinaison entre une stratégie de prise du pouvoir par le bas et une stratégie de confrontation violente. D'un côté, tout en évitant de recourir au vocabulaire de la politique, il tisse, au moyen de l'action sociale et culturelle, la trame d'une contre-société en rupture avec l'État, entamant de la sorte la crédibilité du régime. Le fils, une fois légalisé, développe une stratégie de séduction des couches populaires grâce à des actions de bienfaisance et un intense matraquage idéologique articulé autour de deux thèmes, l'islam en danger et la solution, c'est l'islam. Les sources de financement de l'entreprise caritative des islamistes sont les quêtes dans les mosquées, les cotisations des militants, l'impôt volontaire exigé des commerçants, les aides discrètes de richissimes donateurs de pays du Golfe et les subsides de certains services spéciaux étrangers qui empruntent de discrets chemins de traverse. Ces moyens financiers considérables permettent au fils de lancer en direction des plus démunis son opération de charme. Visite aux hôpitaux pour y déposer les couffins de la charité, opération Souk al-Rahman au cours du Ramadan de l'année 91, destinée à prouver à la population qu'avec le fils, tout sera garanti à l'avenir. Cette mainmise des intégristes sur de larges franges de la société jeune va leur permettre d'aborder les futures élections avec les meilleures chances de faire des scores supérieurs à ceux de leurs compétiteurs. Un ensemble de facteurs au niveau national, régional et international contribuent à la montée du mouvement islamiste ainsi que l'explique Lies Boukara. Au plan international, la révolution iranienne, février 1979, l'entrée des soviétiques en Afghanistan, décembre 1979, le conflit Irak-Iran, septembre 1981, la crise dans les pays socialistes et le reflux de la gauche. Au plan régional, les accords de Camp David, mars 1979, les attaques de la Grande Mosquée de la Mecque, 20 novembre 1979, l'assassinat du président Sadat, 6 octobre 1981, l'entrée de l'armée israélienne à Beyrouth, juin 1982, le massacre de Hama, perpétré par le président syrien Al-Assad en 1982. Au plan national, remise en cause de l'orientation socialiste par le président Chedli Benjedid, une politique de libération larvée est mise en œuvre. Dès lors commence le règne des libéraux. Néanmoins, ce n'est pas la bourgeoisie algérienne qui va dominer, mais une fraction de celle-ci, celle de la spéculation, des affaires, du gros commerce, affairistes, intermédiaires, coursiers, spéculateurs, gros commerçants, mandataires, etc. Et une partie de la bourgeoisie rurale, produit du démantèlement des coopératives de production et de services, de la révolution agraire et de la libéralisation, de la commercialisation des produits agricoles. Les chefs intégristes ne sont pas des enfants de cœur. Ils évaluent avec justesse les aspirations des gens à une meilleure vie. Un citoyen, même salarié, peut-il, avec son seul salaire, acquérir une maison, se marier, voyager, acheter une voiture ?
toutes les conséquences psychologiques de ce sentiment d'intense frustration, la hugra, déni de justice, la soif de justice, le désarroi identitaire sont pris en compte par les stratèges de la subversion islamiste pour un meilleur impact de leur propagande. Ils se posent en champions du changement immédiat, y compris par la violence. Leur rapide audience populaire démontre la pertinence d'une démarche articulée autour des préceptes de l'islam, utilisée comme catalyseur d'une situation de déséquilibre sociologique et de faiblesse de l'État. Ils parviennent rapidement à créer les conditions d'une agrégation des masses paysannes et urbaines autour du facteur religieux, perçu comme la meilleure voie vers la moralisation des mœurs et l'équité sociale. Avec le succès, les schismes intégristes qui foisonnent d'abord dans l'algérois avant de s'étendre accouchent de sigles multiples à partir de la matrice originelle, MIA, FIDA, GSPC et autres, JIA, le I est partout présent, lent, droit, dur, inflexible, recouvrant de son ombre acérée l'ombre des minarets familiers. Les anciens combattants de la Légion arabe en Afghanistan sont le noyau dur des GIA qui connaîtront au cours de la décennie 90 une sinistre célébrité.